10 heures. C'est le temps qu'il faut à 2 personnes pour terminer It Takes Two. Le jeu repose entièrement sur la coopération, son titre se traduit littéralement par « il faut être deux ». Chaque niveau est conçu pour 2 joueurs, avec des mécaniques uniques qui demandent de se serrer les coudes. Tout seul, c'est impossible. Dans les jeux vidéo, cette expérience vient d'un élément clé, le level design. C'est l'art de guider les joueurs dans un environnement sans les forcer, tout en rendant l'aventure naturelle et intuitive. Prenons Super Mario Bros, l'exemple le plus connu. Dès le départ, le jeu t'apprend que les champignons sont bons et que les Goombas sont dangereux. Et même si t'essaies d'esquiver les champignons en sautant, un bloc au-dessus te renvoie sur le champignon pour te faire comprendre que c'est un bonus, pas un ennemi. It Takes Two repose sur la complémentarité, pas de mode solo. Mei et Cody ont des aptitudes différentes, essentielles pour avancer. L'un ouvre un chemin, l'autre débloque la suite. Si l'un échoue, l'autre aussi. C'est toute la morale du jeu, un couple en crise qui doit collaborer pour s'en sortir. Beaucoup y jouent en couple d'ailleurs, et certains abandonnent parce qu'ils se séparent avant la fin, laissant ce jeu inachevé. Pourquoi? Parce que seul, c'est impossible. Prenons un exemple. Mei doit avancer sur des plateformes. Pour les faire bouger, Cody utilise son lance-résine. Et une fois Mei en haut, elle aide Cody à monter. Cody a besoin de Mei pour avancer, et inversement. Et pourtant, certains ont décidé de finir le jeu seuls. Et tout ce que je viens de dire sur le level design, on l'oublie. Car certains ont réussi, seuls, à briser les règles d'un jeu pensé pour 2. Avant de découvrir cette nouvelle manière de jouer, laissez-moi vous parler de Displate, le partenaire de cette vidéo. Alors Displate, qu'est-ce que c'est? Je suis actuellement en train de décorer ma pièce, mais je sais jamais exactement quoi mettre et j'aime bien changer. Displate, c'est des posters que tu peux changer à tout moment. Tu poses un sticker sur le mur, tu mets l'aimant, et là tu peux accrocher tes Displates. Déjà, c'est trop pratique si jamais tu peux pas faire de trou dans ton mur parce que t'as pas les outils ou alors parce que t'as pas le droit tout simplement. Mais aussi, tu peux l'enlever à tout moment sans aucune trace. Un tableau de Van Gogh pour les amateurs d'art, une ref à Cyberpunk parce que j'ai adoré le jeu, ou alors un clin d'œil au Japon pour me rappeler mon voyage. C'est ça le plus intéressant, c'est que tu changes quand tu veux, super facilement. Il y a plein de licences pour tous les goûts, animés, jeux vidéo, Star Wars, Marvel, séries Netflix, et plein d'autres. Il y a plus de 2 millions de designs différents, alors autant te dire que t'as le choix. Mais il y a aussi plusieurs tailles, regardez celui-ci d'Arkane qui est plus grand, mais pas uniquement plus grand, il est en format Textra, c'est-à-dire qu'on sent la profondeur et la texture au toucher, et il y a des effets de brillance, pour que tes œuvres accrochées au mur ressortent encore mieux. La livraison est rapide, tes displays t'arrivent en 4 à 5 jours, ça te laisse à peine le temps de réfléchir à où les poser, et en ce moment seulement, avec mon code MUSH, t'as 25% de réduction sur le premier Displate, et 30% quand t'en prends 2 ou plus. Alors profites-en, le lien est dans la description. Merci beaucoup à Displate de sponsoriser cette vidéo, et merci à ceux qui iront sur le site avec mon lien pour jeter un coup d'œil, ça m'aide énormément et me permet de maintenir ce rythme. Et sans plus attendre, reprenons où nous en étions. It Takes Two, c'est l'histoire de Cody et Mei, un couple en crise transformé en poupée, un jeu conçu pour 2 joueurs, et progresser seul va à l'encontre de sa philosophie. Mais certains joueurs veulent relever le défi, coûte que coûte. C'est le même principe qu'on retrouve ailleurs, finir Minecraft sans poser de blocs, Hitman sans tuer personne, ou Portal sans utiliser de portail. C'est absurde à première vue, mais fascinant de voir comment ils contournent les règles du jeu. Dans ce jeu, les déplacements sont simples. Courir, sauter, double sauter, piquer vers le sol et faire un dash en avant. Des mécaniques simples à prendre en main et qui sont utiles tout au long du jeu. Une des premières étapes, un tuyau qui souffle de l'air. Pour avancer, un des personnages, Mei par exemple, doit grimper sur le tuyau et le diriger, tandis que Cody entre à l'intérieur pour être propulsé dans les airs jusqu'à une plateforme où il active un bouton. Ce bouton ouvre alors le chemin pour Mei. Mais comment faire si tu joues seul? Eh ben, il y a une solution. Esquiver ces étapes. En laissant Mei de côté, certains joueurs arrivent à passer en utilisant uniquement Cody. Comment? En exploitant les éléments du décor. Prenons ces tuyaux d'aération, Cody est censé à aucun moment se trouver dessus, mais avec du parcours, des sauts et des dashs maîtrisés, Cody peut atteindre la plateforme suivante. Mais c'est pas si simple. À regarder, on pourrait croire que c'est accessible, mais c'est loin d'être le cas. En plus des mouvements dont je vous ai parlé, il faut maîtriser une technique indispensable, le slide jump. En glissant avant de sauter, tu augmentes la distance parcourue, rendant possible des sauts normalement inaccessibles. Grâce à ça, Cody peut débloquer la suite du niveau, et automatiquement le jeu considère que Mei l'a suivi, même si elle est restée en arrière. Résultat, un raccourci impressionnant, regardez pour avoir une idée toutes les étapes qui ont été contournées. C'est environ 20 à 30 minutes de jeu pour des joueurs normaux, mais seulement 40 secondes avec ce raccourci. Et c'est que le début, les stratégies deviennent de plus en plus ingénieuses pour contourner les obstacles. Et tout ça, ça rappelle évidemment le speedrun, le fait de terminer un jeu rapidement. Des joueurs, en plus de vouloir finir le jeu seul, ont l'ambition de le faire le plus rapidement possible. On arrive alors au premier boss, l'aspirateur. Sa mécanique est simple, il lance des bonbonnes enflammées qu'il faut esquiver, aspirer avec un tuyau, puis renvoyer sur lui avec un second tuyau. Tout repose sur la coordination. Pendant qu'un joueur aspire, l'autre doit viser et renvoyer les projectiles. Mais pour les joueurs qui tentent l'aventure en solo, c'est là que les choses se compliquent.
Cette étape est impossible avec un seul personnage. Le timing est calculé pour que celui qui aspire n'ait pas le temps de renvoyer les projectiles lui-même. Le jeu est conçu pour ça. Tout, absolument tout, exige de la coopération. Les énigmes, les combats, et même les cinématiques. Il faut l'accord des 2 joueurs pour passer à la suite. Alors, le défi est-il vraiment impossible ? Pas pour les speedrunners. Si vous les connaissez un peu, vous savez qu'ils trouvent toujours une solution. Et la solution ici, elle est assez particulière. Jouer avec 2 périphériques. Une seule personne qui contrôle un clavier et une manette. À la manière d'un pianiste expérimenté qui sait désynchroniser ses doigts, il faudra faire de même pour contrôler les 2 personnages en même temps. Alors plutôt que d'uniquement se focaliser sur des raccourcis pour passer outre des obstacles, il va aussi falloir se pencher sur l'optimisation, comment jouer 2 personnages en même temps efficacement. Ainsi est née la catégorie Solo Co-op, qui porte bien son nom, c'est de la coopération seule. Par exemple ici, revenons sur l'aspirateur. Plutôt qu'il y ait des projectiles dispersés de partout rendant la tâche bien plus compliquée, le joueur va déplacer les personnages exactement de la même manière. C'est bien plus simple et pratique. Il faut les mettre à côté, les faire se déplacer lentement à peine plus vite que les projectiles, déplacer un personnage sur le premier tuyau qui peut ainsi tout aspirer d'un seul coup car ils sont groupés, et le second personnage qui peut se focaliser sur la visée pour renvoyer les projectiles et toucher le boss. De simples déplacements qui rendent cette mission faisable, car si un personnage meurt, c'est impossible de le faire. Regardez à quoi ça ressemble. Ce joueur, Goodnoise, qu'on va suivre tout au long de ce périple, utilise un clavier et une manette. Alors il faut coordonner ses mouvements entre les 2 personnages, et vous verrez qu'il y a des étapes plus dures les unes que les autres. Beaucoup de joueurs ont tenté l'expérience du solo co-op sur It Takes Two, mais s'il y en a bien un qu'on doit retenir ici, c'est Goodnoise, considéré par les speedrunners de ce jeu comme le plus fort et capable d'exploit. Goodnoise est le précurseur, c'est lui qui ouvre la voie en montrant aux autres joueurs ce qui est possible de réaliser. Après le premier boss, il faut encore faire du parcours avec Cody. Mais pourquoi Cody et pas Mei ? Dans ce niveau, Mei a un marteau qu'elle utilise pour attaquer au corps à corps ou enfoncer des clous. Cody, lui, peut lancer des clous à distance, qui crée des moyens de se déplacer avec le marteau de Mei, ou d'infliger des dégâts tout simplement. Et vous allez comprendre. Normalement, il faut progresser dans le niveau pour arriver au boss suivant, la boîte à outils. Un combat qui nécessite une coordination précise, notamment à ce moment-là. Cody doit se placer sur la plateforme pendant que Mei frappe avec son marteau pour l'envoyer dans les airs. Une fois en vol, Cody doit lancer des clous sur une cible en mouvement, tout ça dans un timing extrêmement serré. Alors, voilà la solution. Revenons en arrière. Grâce à un enchaînement de sauts pour contourner ces étapes, Cody arrive sur cette poutre où on peut voir un petit trou. Et ben, viser ce trou avec les clous permet de déclencher la prochaine étape. En fait, ici en réalité, ce trou montre l'endroit exact où se trouve la boîte à outils, qu'il faut combattre sur plusieurs étapes normalement. Mais ce qui n'avait pas été prévu par les développeurs, c'est qu'on puisse l'attaquer directement depuis cet endroit. Résultat, le combat se termine et la fin du niveau se débloque sans même affronter le boss. On passe alors au 2e chapitre du jeu, l'arbre dans le jardin. Dans cet arbre, Mei et Cody se retrouvent à combattre des guêpes, avec des compétences complémentaires. Cody lance de la résine qui ralentit et affaiblit les guêpes, pendant que Mei utilise des allumettes pour enflammer et exploser la résine et donc tuer les guêpes. Pour les tuer, vous l'avez compris, il faut alors les 2 personnages. Viser des guêpes en mouvement une fois avec Cody puis avec Mei et esquiver les attaques, c'est très difficile seul, et c'est une perte de temps considérable. Mais si on utilisait le level design à notre avantage. I actually don't have a lot to do until you zap one of them. So what we've done in the AI is make sure that more of them are aggressive to Mei, making it more interesting for Mei until she can detonate. Les guêpes vont agresser principalement Mei, celle qui est capable de les tuer. C'est pensé par le jeu. Alors voici la solution, exploiter le décor. Avec Mei, il faut se cacher et attirer les guêpes, et en allant dans ce coin précis, Mei est intouchable car la guêpe ne peut pas atteindre cette zone. Et puisqu'elles sont programmées pour la poursuivre, Cody peut tranquillement lancer sa résine pendant qu'elles sont immobiles, et Mei n'a plus qu'à les éliminer. Pour la suite, c'est Cody qui va rester seul, et c'est Mei qui prend le relais. Et regardez à quel point ce passage est impressionnant. Pour réussir ce raccourci, il faut jouer à l'aveugle. Tout se fait par cœur, au millimètre et à la seconde près. Dans ce décor complètement noir, c'est Mei qui va être utilisé, car en tirant dans le sol, ses allumettes éclairent juste assez pour permettre de s'orienter. Car cette fois, en plus d'exploiter le décor, les speedrunners utilisent ce qu'on appelle le wall clipping. Profiter d'un bug en utilisant le dash dans une texture qui ne devrait pas permettre le passage. Pour traverser le mur, tout simplement. Au final, Mei se retrouve à sauter dans le vide, on sait pas trop dans quelle direction, mais les speedrunners savent très bien, car ça va déclencher la prochaine étape. Dans cette étape, Cody et Mei sont sur un bateau, et non, c'est pas le début d'une blague. Cody dirige l'embarcation pendant que Mei élimine les ennemis et dégage le chemin. Vous l'avez compris, le clavier s'occupe d'un personnage et la manette de l'autre. Et ça, à vrai dire, c'est un avant-goût de l'étape finale du chapitre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque mouvement doit être optimisé.
Par exemple ici, il faut contrôler les 2 personnages dans cette séquence où des guêpes les chassent très rapidement. Normalement c'est un peu le bazar et on survit tant bien que mal. Eh ben, tu peux déplacer les 2 personnages sur la même position. Une position exacte où tu te feras jamais toucher par les guêpes. Et ça, cette mécanique d'aller à un endroit où t'es intouchable, on le verra à plusieurs reprises dans le jeu. Tout ça mène à l'étape finale dont je vous parlais, ça rappelle le bateau, mais cette fois en bien plus compliqué. Cody pilote un avion pendant que May s'occupe des ennemis et des obstacles, mais attention, le moindre obstacle fait crasher l'avion. Nous arrivons à la chambre de Rose, leur fille et première témoin de leur dispute, qui attend impatiemment que leurs parents reviennent à eux, sans savoir qu'ils sont transformés. Dans cette chambre, on explore un niveau dans l'espace, et les nouveaux pouvoirs changent encore la dynamique. Dans cette partie, il y a 3 portails. Chaque portail est une étape nécessaire pour avancer dans le niveau et atteindre le combat contre le boss. Des parties qui demandent à plusieurs reprises de jouer à 2 et être coordonnées, par exemple May qui se déplace sur cette boule pour atteindre une plateforme, et Cody qui doit déplacer cette boule en utilisant son pouvoir. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais je vous le rappelle, en plus d'être dans l'objectif de finir le jeu seul, les joueurs veulent aussi le finir le plus rapidement possible. Alors, vous allez découvrir un des passages les plus impressionnants de ce speedrun. Pour ça, laissez-moi vous parler des Stratfinders, littéralement des chercheurs de stratégie. Leur rôle est de trouver des failles à exploiter pour finir le jeu le plus facilement. Je vais vous donner un exemple qui va vous faire comprendre précisément en quoi ça consiste. Changeons de jeu quelques instants. Sur Minecraft, il est possible de trouver des cartes au trésor qui te mènent vers un coffre. Eh bien, des Stratfinders ont découvert qu'en utilisant ce graphique accessible directement en jeu, il est possible de quadriller la zone et repérer les coffres sans avoir trouvé de carte au préalable. Ils ont trouvé une faille du jeu, sans utiliser de logiciel tiers. Un joueur et Stratfinder nommé Lemura a découvert que dans cette zone où se trouvent les portails, en réalité, les zones se trouvent au même endroit mais sont juste cachées. C'est ce qu'on appelle le level streaming, une technique utilisée par les développeurs pour optimiser les performances et réduire le temps de chargement. Et il s'avère qu'une de ces zones est en réalité la fin du combat contre le boss, qui est censé arriver bien plus tard. Maintenant, la question est de savoir comment atteindre ces zones. Et c'est après de nombreuses heures que les Stratfinders ont réussi. Et vous allez voir, c'est chirurgical, c'est incroyable. Dans ce niveau, Cody a le pouvoir de changer sa taille, minuscule pour passer dans des trous, ou énorme pour appuyer sur de gros boutons par exemple, vous allez comprendre. Tout d'abord, il faut placer May exactement à cet endroit, à côté du portail. Ensuite, Cody doit descendre en bas de ce tunnel gravitationnel, un immense tunnel où la gravité est désactivée. Si Cody devient minuscule dans ce tunnel, il est immédiatement retransformé dans sa taille normale. Mais en changeant très rapidement sa taille, il peut annuler cet effet et planer à travers le tunnel tout en restant minuscule. Ensuite, il faut se placer à un endroit calculé précisément, déterminé après de nombreuses heures de tests. Et grâce à May qu'on a placé juste ici précédemment, elle devient un repère car Cody peut la voir à travers les murs. Et ainsi, il va se diriger très rapidement dans sa direction. La collision avec le plafond va l'emmener dans la direction exacte, et au moment où il repère des lumières, c'est gagné. Ces lumières sont en réalité des espaces alloués dans lesquels se trouvent les prochaines zones. Il faut alors plonger vers cette lumière pour accéder à la dernière étape, contournant toutes les autres. Et regardez ce qui se passe. Cody et May sont téléportés directement dans le combat contre le boss. Et même pas besoin de le combattre car comme en témoigne sa barre de vie, on est déjà à la fin. Il suffit d'appuyer sur le bouton et c'est terminé. Le temps gagné est absolument phénoménal. Il y a des passages qui sont aussi très satisfaisants parce que ça demande une parfaite maîtrise des mécaniques. Normalement ici, Cody doit se placer sur la bonne case pour ouvrir le chemin à May, mais avec des mécaniques maîtrisées à la perfection, tu peux contourner cette phase. C'est la même chose ici, les personnages ont des hand spinners pour voler, et plutôt que de perdre du temps à réaliser tout le parcours, les speedrunners vont trouver des raccourcis. Et à regarder, c'est vraiment incompréhensible. Et pourtant, tout est exécuté à la perfection, faisant gagner un temps précieux. Une des difficultés dans It Takes Two est de devoir s'adapter en permanence, parce que les décors changent, le point de vue change, mais surtout les pouvoirs changent. Ici, c'est un niveau inspiré de Diablo, où tu as des attaques et des compétences spéciales, les mécaniques changent complètement, il faut créer des ponts, ouvrir des portes, combattre des ennemis. Mais pourquoi s'embêter quand tu peux juste passer sur le décor ? Et là on est complètement en dehors du level design, chaque détail pensé par les développeurs est contourné, transformant complètement le jeu.
On le remarque, beaucoup de passages consistent à utiliser des compétences ou des mécaniques du jeu pour contourner le passage de base, mais il y a aussi beaucoup d'étapes où tu dois jouer les deux personnages en même temps, sur deux périphériques différents. Dans ce niveau, Mei a le pouvoir de créer un clone d'elle-même. Normalement, ce pouvoir lui permet de se téléporter et en combinant avec le pouvoir de Cody de remonter dans le temps, les personnages peuvent avancer dans le jeu, chacun apportant sa pierre à l'édifice. Mais ce clone de Mei peut aussi être utilisé de manière à repousser les limites mécaniques du jeu. Le saut le plus long possible dans le jeu, normalement, c'est saut, double saut, dash, tout simplement. Mais Mei, en sautant et en plaçant son clone en l'air, peut s'y téléporter immédiatement, puis enchaîner un saut supplémentaire. Ce procédé permet de sauter bien plus haut et bien plus loin que le jeu ne l'autorise normalement. Et cette mécanique ouvre la porte à des raccourcis qui n'étaient jamais censés exister. Bienvenue dans la boule à neige. Et dès le début du niveau, les speedrunners atteignent une hauteur avec les personnages où il y a en fait un sol invisible qui va permettre d'esquiver une grande partie du niveau, environ 20 minutes de jeu. Et si je vous parle de cette étape, qui paraît maintenant anodine après tout ce que je vous ai raconté, c'est parce qu'elle va totalement à l'encontre du jeu. Et en vrai, c'est intéressant d'en parler, car ce raccourci esquive carrément une cinématique du jeu où Cody et Mei se rapprochent petit à petit. Ils sont dans un chalet et ils retrouvent la flamme de l'époque. En jouant seul et en évitant cette étape, ce rapprochement, il n'existe pas. Cody et Mei se rapprochent pas. Et sans le vouloir, le jeu te le fait comprendre. Si tu te débrouilles seul sans l'aide d'un duo, alors de qui tu te rapproches? Personne. Un peu plus tard, Mei et Cody ont des aimants qui peuvent s'attirer l'un l'autre, alors il suffit de faire avancer un personnage, et l'autre peut directement le suivre avec l'aimant, ça rend l'étape encore plus simple que prévu, et ces aimants permettent d'ailleurs de faire des sauts infinis. En combinant un double saut, un dash, puis en s'aimantant avec l'autre personnage, on peut enchaîner ses mouvements en boucle. Ça ouvre la voie à des raccourcis totalement imprévus, mais c'est une technique très difficile à exécuter. Go, 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 go. Oh man, is this it? Yo, let's go. 14:54. Oh man. 14 minutes 54. C'est le temps qu'a mis Good Noise à finir le chapitre de la boule à neige. C'était le record du monde. Et voici ses temps pour les autres chapitres. Le dernier chapitre, c'est le grenier, un chapitre qu'il maîtrise parfaitement. Et c'est ainsi qu'arrive la fin du jeu, où Mei et Cody se retrouvent et s'embrassent. Voilà, c'est beau, on est heureux, on a terminé It Takes Two, Cody et Mei se retrouvent, ils s'embrassent, mais on n'est pas là pour ça. Good Noise a terminé It Takes Two seul, en 2h15. Un véritable exploit. Good Noise prouve qu'il est possible de finir ce jeu seul. Mais c'est pas fini. Désormais, l'objectif ultime est de terminer le jeu en moins de 2 heures, soit 15 minutes de moins que son meilleur temps. Un temps que personne n'a jamais battu jusqu'ici, et un palier qu'il souhaite atteindre avant de se retirer du jeu. Pour avoir une idée, le jeu se termine en environ 10 heures pour des joueurs normaux. Alors nous sommes en octobre 2021 et a lieu le Nichathon, un événement caritatif dans lequel des speedrunners partagent leur gameplay, et parmi ces joueurs, il y a Good Noise qui va montrer ce speedrun si particulier. Hello, I'm Good Noise. I'll be the runner for this. Start the timer in 3, 2, 1, go. It's just really good movement. We just jump out of bounds like almost right away, and then it's hard to see, and he makes it look so easy. He is ridiculously good at this stuff. How he does it, he's just so coordinated. Like here, like you'll see, like it's some tricky movement. So there's little spots in here that you can't even see, but you can reset your jump, and he just did it so well. That trick that he just did was actually incredibly hard. Running into a wall in this section is big time loss. So if you get careless, it could happen. Phenomenal. Actually insane. Completely blind skip. Literally, you're going on nothing but remembering what buttons to push, and that is it. Where he's gonna put it up in the air and he's gonna land, and that refreshes your jump. So he's gonna jump dash, he's gonna land, and then he's gonna jump dash again. He gets right over the door. Basically you can break everything. This was a phenomenal snow globe. If he, after the run, if he was like, yeah, this is a snow globe PB, I would not be surprised. Very nice, very nice. He's in here before we even see it. Let's go. That was a 1:52 even in game time. Yeah, that was a beautiful run. And that's a new world record for It Takes Two solo co-op. That's awesome. Yeah. Good Noise a non seulement atteint son objectif en terminant le jeu en moins de 2 heures, mais il a aussi le record du monde de cette catégorie. Tout ça en live durant un événement caritatif. C'est absolument impressionnant.
C'est ainsi que Goodnoise a décidé de se retirer du jeu, après des mois complets à s'entraîner et à tenter de battre son record. Finalement, c'est comme si ce jeu avait deux fins. Celle imaginée par les développeurs, où les personnages se retrouvent, et l'autre, créée de toutes pièces par les joueurs, où on prouve avec de la détermination et de la créativité qu'il est aussi possible de réussir seul.